Tu parlais de changement climatique, tu parlais d'économie circulaire. Pourquoi le marché de la logistique en fait n'évolue pas avec cette évolution des villes? On travaille dans un domaine qui est très très compétitif. C'est l'opportunité qui nous fait avancer. Ça crée des affinités qui tout à coup débouchent en fait sur d'autres projets. Et c'est ça qui est beau. Aussi la force de la communauté et de la synergie dans un écosystème. Salut Olivier. Salut Julien. Enchanté de te revoir ici et de t'accueillir à Impact Hub Lausanne. On a commencé cette aventure il y a 5 ans à Impact Hub Genève, qu'on s'est rencontrés la toute première fois. Raconte-moi un peu, c'est quoi le rêve derrière OVO? Le rêve derrière OVO, c'est d'avoir des centres-villes pacifiés, avec plus d'espace pour les piétons, pour les vélos, pour la vie au centre-ville. Et pour ça, il faut une logistique qui soit efficace avec ces nouveaux aménagements. Le rêve d'OVO, c'est d'accompagner la logistique dans la transition de ces centres-villes. Mais un centre-ville pacifié, c'est-à-dire que c'est la guerre là-bas dehors? Alors, pacifié, on parle souvent en termes dans le domaine de la mobilité. Alors, je ne suis pas un expert de la mobilité, mais de ce que j'ai compris du terme, c'est de prendre certains espaces qui sont aujourd'hui destinés aux voitures ou aux véhicules de grande taille et de les redonner à d'autres types de mobilité, donc mobilité douce. Donc ça, c'était votre premier constat. Vous avez approché Impact Hub d'abord pour quelles raisons? Et qu'est-ce que ça vous a permis peut-être de développer quand ça a commencé à Genève? Alors nous, on cherchait simplement des bureaux, et des bureaux avec une flexibilité en termes d'espace. Si on est 2 à venir ou 3, au début, on avait donc notre travail aussi à côté. Donc ça veut dire qu'on ne savait pas trop à quel pourcentage on allait s'impliquer, si on avait vraiment besoin d'avoir un bureau, un desk à nous, ou si on pouvait juste partager. Et en fait, c'était un peu l'idée d'avoir des bureaux partagés, des espaces qui peuvent grandir, une équipe aussi un espace dans lequel on peut accueillir une équipe qui grandit. Et l'autre point, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi en lien avec la mobilité, c'est que j'ai pas envie de prendre trop de temps dans mes déplacements. C'est clair. Et c'est parce que tous les jours, on va au boulot. Enfin, au début, c'était pas tous les jours pour le coup, mais tous les jours, on se déplace au boulot et de perdre 20 minutes ou 30 minutes, d'aller dans des zones industrielles où souvent il y a des espaces pour les entreprises. Je trouvais que c'était vraiment du temps perdu. Et Impact Hub était parfait. Dans le centre de Genève, à côté de la gare Cornavin. à côté de la gare. Et du coup, ça pouvait centraliser un petit peu toutes vos opérations. Vous avez commencé, et souvent dans ce parcours entrepreneurial, on ne sait jamais très bien. On se lance avec une idée, un rêve, et après on se confronte un petit peu à la réalité. Donc vous avez commencé, vous étiez 3. Et si tu nous réexpliques un petit peu le concept de ce que OVO gère en termes de mobilité, justement, là, il y a le team qui gère la logistique et le côté opérationnel, mais après, il y a les livreurs et les courriers. Et ça se passe comment? Les coursiers, ouais. Alors, on a commencé, pour revenir un peu au début, on a commencé 3 amis. On s'est dit, il y avait quelque chose à faire dans le domaine de la logistique urbaine, parce qu'à notre avis, il y avait beaucoup de camions qui étaient à moitié vides, il y a plus en plus de besoins de livraison, donc des commandes, on parle pas uniquement de commandes Amazon, mais juste dans l'économie circulaire, on va se développer aussi les paniers de légumes, et on voyait un réel besoin à ce niveau-là. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un projet ensemble, simple, on achète un vélo cargo et on offre les services à certains acteurs locaux. Et le constat de base, c'était que les camions semblaient pas pleins. Il semblait qu'on n'utilisait pas les bons véhicules pour la bonne tâche. Mais on ne s'y connaissait pas du tout. Donc moi, j'ai fait l'économie, je suis très dans l'entrepreneuriat, dans d'autres domaines, dans le développement, dans la coopération internationale. Donc c'est des domaines qui n'ont rien à voir, mais c'est la gestion de projet. C'est clair. Loïc, lui, avait monté une entreprise, donc il avait le côté un peu entrepreneuriat. Felipe a travaillé dans la logistique un petit peu. Il était aussi en Hollande. Il a vu comment la Hollande se développait avec les vélos cargo. Et c'était un peu le terreau de base pour commencer cette aventure. Et ensuite, on devait aussi trouver, juste d'un point de vue pratique, avec peu de moyens, comment est-ce qu'on veut faire, comment on veut s'investir chacun. Donc on avait nos activités à côté,
Et en parallèle, ben, on passait voilà, 20% de nos temps, 10% de nos temps le soir, après c'était de plus en plus, à chacun apporter un peu son expertise. Et Felipe, depuis le début, était plus impliqué, donc lui était plus sur le terrain. Et disons, peut-être Loïc et moi-même un peu plus en soutien, disons. Et ben, très vite, dès qu'on a commencé à faire des tournées, au bout de même 2 mois, je crois que l'entreprise n'était même pas enregistrée, on a vu qu'on avait des tournées, qu'il y avait du travail terrain, on a tout de suite engagé des coursiers. Donc on a engagé, au début on avait 2 coursiers. Et, c'était assez marrant parce qu'on n'avait pas vraiment de bureau, on n'était pas encore Impactov. Et on avait, dans une bibliothèque, on avait fait un rendez-vous, c'était assez marrant. On était pris une salle dans une bibliothèque, on a fait voilà, un interview des 2 premiers coursiers. Ils devaient se demander qu'est-ce qu'ils faisaient dans une bibliothèque pour aller après faire de la livraison. Et c'est là où on s'est dit, en fait, il nous faut des bureaux. Ouais, un cadre un peu plus pro. Voilà, exact. Et ensuite, bah, il y avait donc tout ce côté opérationnel. Donc, c'est le développement aujourd'hui qu'on dit le OVO, la partie opérationnelle d'OVO. Mais dès le début, on avait l'idée d'aller plus loin. On savait bien que voilà, des opérations, c'est très intense en ressources humaines, en véhicules, et que si on voulait tout faire nous tout seuls, on n'allait pas avoir réellement un impact. Enfin, un gros impact comme on l'espérait. Et donc, ben moi, je me suis pas mal occupé de la partie innovation. Donc, de dire, voilà, quels sont aujourd'hui les éléments qui sont des éléments bloquants dans le marché de la logistique. Pourquoi le marché de la logistique, en fait, n'évolue pas avec cette évolution des villes? Pourquoi on entend ce discours de on peut pas pacifier les centres-villes parce que la logistique, sinon, on fonctionnerait plus. Puis voilà, il y a une sorte d'équation à résoudre. Il y a sûrement des choses à faire. Et on a commencé déjà à résoudre les problèmes pour nous. Et en trouvant un peu des solutions pour nous, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être ben, les déployer, les améliorer pour que ça réponde aussi à la même problématique, mais pour d'autres acteurs. Derrière. Et c'est là où on a développé, disons, la partie produits. Donc maintenant, on a vraiment des produits qu'on peut vendre. Et il y a aussi en fait finalement un dernier volet, c'est l'accompagnement des autres entreprises ou des acteurs, disons, Bah ouais. un peu plus publics, parce que là, on pourra en parler plus tard, mais la logistique est très liée donc à l'action publique si on parle d'urbanisme. Et d'une certaine manière, on se rapproche aussi d'un bureau d'études sur ce volet-là, parce que ben on est vraiment en train d'accompagner un nouveau marché, enfin une sorte de transition d'industrie pour lequel il n'y avait pas vraiment d'acteurs qui étaient prêts à faire du conseil. Bah nous, on a proposé en fait, des produits, on propose des solutions et les gens font oui, mais vous êtes sympa, mais on ne sait pas comment les utiliser, ou Bah ouais. on n'est pas prêt à faire de la logistique, on pourra en parler plus tard, multimodale. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment ces 3 volets. Et le troisième volet, conseil, il va encore un peu plus loin dans l'innovation, et on participe à des projets nationaux ou européens pour essayer de un petit peu comprendre quel sera le futur en fait de la logistique. Donc personne ne le sait, donc voilà, on est tous en train de travailler un petit peu ensemble pour avoir les bons outils, anticiper certaines choses et résoudre certains problèmes qu'on voit venir. Ce qui est incroyable, parce que si on replace ça dans un contexte, on était en plein début d'une pandémie mondiale. Ouais. On se retrouve dans une ville aussi internationale que Genève, par exemple, avec finalement personne qui s'est tellement posé cette question, ou en tout cas, même s'il y a eu des questions, personne qui, sur le terrain, pouvait fournir ces prestations-là. Vous commencez avec ce rêve, tout à coup, OVO prend forme, et aujourd'hui, on se retrouve à Lausanne, 5 ans plus tard, en utilisant du coup aussi cette modalité de pouvoir être membre et à Genève et à Lausanne et d'utiliser les espaces. Qu'est-ce que tout à coup le développement sur Lausanne a permis? Comment est-ce que tout à coup on se retrouve avec ces différentes facettes et ces différents services proposés à se retrouver aujourd'hui à gérer en fait maintenant une entreprise sur 2 cantons et dans 2 grandes villes romandes en tout cas? Ça, c'est un peu les enjeux, disons, des opportunités qu'on a et les enjeux opérationnels. Donc, on se pose toujours la question,
est-ce que nos opérations, on veut les grandir à l'infini ou est-ce que plutôt on va se concentrer sur l'innovation? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose presque tous les jours. Et finalement, c'est l'opportunité qui nous fait avancer. Donc on a eu plusieurs clients sur Genève qui nous demandaient aussi de déployer nos opérations sur Lausanne parce qu'ils avaient aussi des besoins logistiques sur Lausanne. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de nos opérations, nos clients peuvent travailler avec nous de différentes manières. Ou ils nous délèguent tout leur logistique, ou ils nous délèguent une partie de la logistique, celle qui va être peut-être au centre-ville, ou ils nous délèguent le fait de stocker leurs marchandises et de développer par exemple des portails de réservation pour le B2B. Donc voilà, il y a plusieurs manières de travailler avec nous. Et ceux en effet qui nous délèguent l'entièreté de leur logistique, sur Genève, ils ont des clients sur Lausanne, ils se disent, en fait, pourquoi vous n'irez pas sur Lausanne? Et nous, les freins, c'est toujours la question d'investissement. Ce qu'il faut savoir chez OVO, c'est qu'on a travaillé avec du capital de manière organique. On n'est pas allé chercher des fonds à droite à gauche. Donc on pouvait pas juste prendre le risque de louer des dépôts dans une nouvelle ville et d'attendre 6 mois, une année à avoir les clients et à être rentable. Donc à ce niveau-là, le fait qu'on avait cette opportunité avec des clients et d'un autre côté, Impact Hub qui nous proposait d'avoir aussi donc des locaux et donc aussi un point de chute sur Lausanne, ça nous a vraiment permis de nous décider, de dire voilà, on est prêt à agrandir nos opérations au-delà de Genève. En plus, maintenant, ça veut dire que vous avez un bureau fixe parmi le coworking, c'est-à-dire que vous avez commencé, vous étiez quelques-uns, on est passé de la bibliothèque à un espace de coworking où maintenant vous avez aussi un bureau fixe à Impact Hub et entre autres des locaux qui permettent aussi maintenant sur Lausanne d'entreposer notamment les vélos cargo. Ouais. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans OVO, en 5 ans, ça représente combien de personnes? Alors là, on a environ 25, 24 je crois, mais on a environ 25 personnes et ce qu'il faut savoir, c'est que une grosse partie de OVO représente les opérations. Donc les gens, ils sont sur le terrain et ils sont dans les dépôts. Donc on a des coursiers à vélo, on a des coursiers aussi avec des véhicules électriques parce qu'on a des véhicules électriques de plus grande taille et des vélos cargo parce qu'on fait de la multimodalité. On a aussi des personnes qui travaillent dans les dépôts, donc qui vont préparer les commandes, gérer les références. Donc on a vraiment tout ce personnel-là, en fait, il se retrouve jamais dans les bureaux, il se retrouve jamais à Impact Hub, si ce n'est pour certaines réunions, pour les interviews. Mais donc il faut comprendre qu'à OVO, on a des dépôts, qui sont des dépôts où on a les marchandises. On a des dépôts qui sont des dépôts de véhicules. Et ensuite, on a aussi, parce qu'on a développé des nano-hubs, donc des sortes de micro-dépôts qui sont répartis dans la ville. Alors là-bas, il n'y a personne qui travaille, mais d'une certaine manière, un peu le centre de OVO est autour de l'Ancy-Pont-Rouge, donc le nouveau quartier à Genève qui est en plein développement. Et ce qui est très avantageux pour nous, c'est qu'il y a un arrêt de train à Lancy-Pont-Rouge. Évidemment. On fait 3 minutes de train, on arrive à la gare de Cornavin et on est dans nos bureaux, disons un peu nos offices. Et ça nous permet, moi en 10 minutes, je peux me retrouver au dépôt avec ceux du dépôt ou inversement. Vice-versa, Et l'autre chose, c'est que maintenant, comme tu disais, Impact Hub, on a vraiment nos bureaux fermés. Donc voilà, c'est comme si on est locataire d'un bureau un peu n'importe où, voilà. Mais au centre-ville. Au centre-ville. Et avec l'avantage qu'on a toujours accès aux zones de coworking. C'est clair. Et à des salles de réunion partagées. Donc voilà, donc c'est vraiment ça l'avantage. Et donc on est très reconnaissant en fait, on s'était même pas rendu compte. Moi, je m'étais pas rendu compte au début, parce qu'on a eu beaucoup de discussions à savoir où est-ce qu'on allait aller entre Impact Hub et puis d'autres options. Et en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait tout ce potentiel d'accompagnement dans le développement à Impact Hub. Donc d'avoir des bureaux fermés, maintenant d'avoir Lausanne, et puis qui sait la suite. Alors aussi là, on a aussi
des dépôts, donc on a une prise de service, on a des véhicules là. Donc voilà, petit à petit, Je pense que Ovo va peut-être racheter Impact Hub, hein, qui sait. écoute, on est ouvert. Mais je dis ça parce que souvent, les gens peut-être viennent avec une première idée parce qu'ils ont juste envie de Wi-Fi et de café, et ils sous-estiment souvent aussi la force de la communauté et de la synergie dans un écosystème. Et je dis ça aussi parce que euh, sans de nouveau vouloir trop mettre l'accent sur les grands succès de Ovo, mais ça a permis aussi des synergies inattendues Ouais. au sein des membres d'Impact Hub, par exemple, qui s'étaient peut-être pas forcément posé la question ou s'étaient déjà posé la question en termes de justement multimodalité, transport urbain, ou qui faisaient les livraisons elles-mêmes ou eux-mêmes. Mm. Et on a maintenant voilà, ces partenariats, comme on a pu le voir avec Espace Terroir, avec la corde à linge ou d'autres, où vous vous rendez service, mais parce que du coup, ces rencontres ont permis justement d'organiser, par exemple, des points de dépôt pour Espace Terroir et d'avoir aussi des livraisons. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a des synergies, je pense, j'arriverai pas à toutes les citer, mais donc voilà, on avait des clients, finalement, on a d'autres membres d'Impact Hub qui sont devenus clients pour nous. On a aussi des prestations de nos clients. Donc nous, on est dans du B2B. Ouais. Donc les prestations de nos clients, ça veut dire prestations d'une autre entreprise. On les a proposées donc aux membres de Impact Hub. Donc ça leur a permis d'avoir sûr. eux-mêmes plus de clientèle. Et on a aussi des collaborations rapprochées avec certains autres membres qui sont, disons, plus des freelances. Ouais, ou des experts sur tel ou tel Sur domaine. certains domaines et des experts, même très pointus. Et on collabore dans le domaine de l'informatique, surtout notre volet, disons, produit. On travaille de manière très rapprochée avec finalement un noyau de personnes qui viennent de Impact Hub. Et ça aurait été très difficile de créer une relation de confiance sans avoir ces personnes, je pense, proches de nous Impact Hub, parce qu'au début, c'était toujours des petites questions, des petits clair. besoins ici et absolument. là. Et petit à petit, quand on se côtoie pendant une année et demie, eh ben, il y a la confiance dans les deux sens qui s'établit. L'autre personne qui est prête à s'impliquer un peu plus, il se dit voilà, le projet est grandi, il y a peut-être quelque chose, c'est quelque chose de réel. Et d'un autre côté, nous on sait qu'on a quelqu'un qui se rend disponible et qui a une certaine connaissance en fait du sujet. Et ça, alors moi pour avoir travaillé sur différents projets, disons informatiques, c'est quand on connaît pas très bien c'est souvent le cas dans l'informatique, on veut un résultat mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tellement. C'est très très dur de collaborer avec des informaticiens. Ouais. Et donc ça c'est une chose, voilà, c'est grâce à cet écosystème en fait qu'on retrouve à Impact Hub qu'on arrive aujourd'hui à ces résultats-là. Ouais, et puis c'est clair, ça crée une proximité, ça crée des affinités qui tout à coup débouchent en fait sur d'autres projets. Et c'est ça qui est beau, en fait, cette collaboration-là, sans même savoir effectivement que telle personne que tu as fréquentée dans l'espace-là, autour d'un café, autour de ces moments un peu conviviaux qu'on a, que ce soit le 4 heures, les cafés croissants, la sexy salade, et en discutant, tout à coup on découvre aussi soit des talents en se disant « Ah mais tiens, ça permet aussi d'avoir une forme de solidarité ». Ouais. Aussi une solidarité entrepreneuriale, j'ai envie de dire, parce que je crois qu'il y a des valeurs qui sont en tout cas communes. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tout on se retrouve avec des personnes qui partagent des valeurs et même si dans des expertises très différentes, mais ont des façons de travailler, peut-être qui sont porteuses et porteurs de ces valeurs-là et permettent d'incarner justement ce que Ovo essaie maintenant de développer aussi, c'est de dire non seulement au départ on avait nos propres projets, mais maintenant on peut vendre nos projets. Et ça, c'est quand même une expertise aussi que vous avez développée à travers le temps. Je réfléchis aussi en termes de... Aujourd'hui, on se retrouve en été, en pleine canicule. Vous avez des coursiers. Qu'est-ce que ça représente aussi en termes de... Tu parlais de changement climatique, tu parlais d'économie circulaire. Comment est-ce que, du coup, Ovo fait face aussi à ces différents défis sociétaux, climatiques et environnementaux? Alors, c'est vrai que nous, on ne met pas beaucoup en avant le fait qu'on est tout à fait aligné avec transition, je ne sais même pas comment on l'appelle, écologique, énergétique. Parce que j'ai envie de dire, on est un peu dans une industrie qui est un peu l'industrie
behind the scene. C'est Je clair. ne sais même pas comment dire en français. Ah ouais. Non, mais un peu dans les voit coulisses. pas ce qui se passe. Dans C'est les dans les coulisses. coulisses. C'est pas forcément la partie visible parce que tu fais ta commande, tu reçois du coup ça Exact. chez toi et t'imagines pas tout le trajet énergétique de ton colis. Exact. Ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on travaille dans un domaine qui est très, très compétitif au niveau du prix, où les marges sont très, très basses. Ouais. Donc, c'est vraiment celui qui est capable d'être le plus rentable qui va gagner des parts de marché. Et nous, on a réussi d'une certaine manière à être durable et à proposer des solutions qui sont durables, autant au niveau économique qu'au niveau écologique, jusqu'à une certaine, Bien sûr, bien sûr. jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Ça nous tenait beaucoup à cœur et je pense que c'est une valeur en fait qui nous a permis aussi de beaucoup tenir. Donc on a commencé vraiment dans le réseau un peu local. Il y a une vraie volonté de travailler sur les circuits courts, de travailler avec des producteurs locaux. Donc c'est vraiment avec ce marché-là avec lequel on a grandi, on s'est développé. Et petit à petit, on est allé maintenant sur d'autres marchés où on est plus en train de chercher l'efficacité énergétique ou d'autres questions, de réduire l'impact en fait de la logistique dans les villes. Et on va même plus loin parce que maintenant on est en train de se concentrer sur l'aspect comment accompagner les villes dans cette transition. Alors ces questions, donc ça revient à la vision de base où on disait voilà, la vision de Vaud, d'avoir des centres-villes qui sont pacifiés. Pour proposer une image assez simple, c'est si on piétonise une rue, déjà qui décide de piétoniser la rue? Normalement c'est plutôt la ville qui va décider de piétoniser la rue pour améliorer le bien-être au centre-ville, donc des habitants. La problématique, c'est quand on a des commerces sur les rues piétonnes, ces commerces, ils se font livrer tous les jours par différents acteurs. Et s'ils n'arrivent pas à se faire livrer, les commerces, tout simplement, ils ferment. Et donc, on a de la peine à avoir des rues piétonnes, disons, actives. Et cette décision de piétonniser la rue, en fait, finalement, c'est un peu la ville qui la prend. Et les logisticiens, eux, aujourd'hui, ils ont de la peine ensuite à faire leur travail. Donc, nous, ce qu'on propose aux villes, c'est de les accompagner à mettre à disposition des solutions pour les logisticiens. Donc, la ville s'implique, en fait, sur la question de la logistique, chose qui n'est pas aujourd'hui vraiment dans leur mandat public, parce que leur mandat public, c'est plutôt de se concentrer sur la mobilité, personnelle. Large, absolument. Voilà, ou des citoyennes et des citoyens, mais pas forcément en termes de logistique urbaine. Exactement. Et nous, on dit, maintenant, avec ces nouveaux développements, vu que ces nouveaux développements ne permettent plus à un camion d'arriver au pas de porte, ils ont un impact sur la logistique et donc la mobilité de personnes est très liée à la mobilité, à la question logistique. Donc voilà, c'est pas que nous qui le disons, c'est vraiment un trend qui arrive. Et c'était une problématique qu'il n'y avait pas par le passé, parce que par le passé, il n'y avait pas un écoquartier avec un centre d'écoquartier qui n'était pas accessible. Donc voilà, il y avait toujours une route, il y avait toujours un endroit où livrer. Et donc en fait, on se retrouve même pas mal presque dans ce plaidoyer. On discute beaucoup avec les villes, on discute aussi avec les transporteurs pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses. Donc notre rêve, c'est plutôt de faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre sur ce sujet de développement urbain. On veut pas que la logistique ce soit un frein. Et trop souvent, on entend encore non, c'est pas possible d'un point de vue logistique. Alors oui, il faut aussi du pragmatisme parce qu'on entend aussi que soi-disant tout pourrait être fait à vélo cargo. Donc voilà, il faut être un peu pragmatique. Si on veut être rentable, il faut avoir le bon véhicule pour la bonne tâche, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et donc, voilà, pour revenir à cette question de comment on s'inscrit dans le changement climatique, ces enjeux de transition, c'est le centre. C'est vraiment le centre, le cœur de notre travail. Et on a de la chance de ne pas être arrivé plus tôt parce que je pense qu'on a été trop tôt. C'est ça. Déjà dans les discussions avec les villes, on est en train de nous dire oui, vous êtes quelques années trop tôt, les acteurs ne sont pas prêts. Ouais. Mais en réalité,
les petits acteurs, eux, sont prêts à faire la transition plus vite. Donc, ce qu'on voit, c'est que voilà, tous les petits acteurs avec qui on travaille, il y a vraiment une transition qui se fait. Et les plus gros acteurs, ben, c'est sûr, les enjeux économiques sont plus grands, l'inertie, C'est plus difficile. voilà, l'inertie est beaucoup plus présente. Mais on a moi, j'ai bon Espoir. espoir. Ouais. Ce qui est fascinant, tu parles de plaidoyer. Aujourd'hui, on sait en termes de transition aussi urbaine, en termes d'exode urbain et de voir comment le monde a changé. On sait que d'ici 2050, la grande majorité de la population mondiale va habiter dans des villes. Les villes grandissent, les villes doivent aussi être éduquées. Donc dans cette part de plaidoyer, j'imagine qu'il y a une part presque d'éducation, d'anticipation. Vous avez été quand même des précurseurs, en tout cas en Suisse romande. Et dans ce cas-là, j'ai envie de te poser la question, est-ce que d'autres modèles existent similaires ailleurs? Et est-ce que vous êtes aussi en dialogue? Parce qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de mobilité douce, on parle de multimodalité. C'est forcément des enjeux où on ne peut pas juste penser en termes de Suisse romande. Après, on peut s'imaginer qu'est-ce qui se passe en Suisse au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Moi, je pense que tout le monde, tous les acteurs de la logistique dans les grandes villes en Europe sont au courant de cet enjeu, réfléchissent, font des projets, essayent d'anticiper et essayent de s'adapter sur ce sujet. Les villes, c'est assez nouveau. Elles commencent à avoir des services qui sont. Alors, ils engagent une personne ou deux personnes spécifiquement pour des questions de logistique urbaine. On a vraiment des responsables logistique urbaine dans certaines villes en Europe. Nous, on est finalement un tout petit acteur. On représente aussi, dans nos opérations, on représente une niche de la logistique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la logistique, tout est logistique. Absolument. On dira, voilà, j'ai un père chimiste qui disait tout est chimie, mais c'est un peu facile, mais disons, ces tables, ces chaises, elles sont arrivées ici d'une certaine manière. Absolument. Le bâtiment a dû être construit d'une certaine manière. Et ensuite, toute notre consommation est logistique. Et quand tu disais, bon, voilà, il y a peut-être, alors moi, je suis pas expert de ces exodes dans un sens ou dans l'autre, rural ou urbain, mais disons, les villes, si on prend l'exemple de Genève, Genève grandit, il y a un besoin, bien sûr, d'approvisionnement, mais d'approvisionnement, si on commence rien que par la nourriture, absolument. Ben, on ne veut pas aussi aller chercher, on ne veut pas être dépendant de pays voisins. Bien sûr. Donc il y a une question de la souveraineté alimentaire. Souvent on oublie dans la chaîne, il y a la chaîne de valeur de production, mais quand on a fini la chaîne de valeur de production, ben, il y a aussi la chaîne d'approvisionnement qui vient et qui est très liée. Si on ne peut pas amener la nourriture au centre-ville, ben, au final, on peut plus manger. On a beau l'avoir produite. Et donc, c'est aussi, on voit de plus en plus venir des acteurs plus locaux, des petits acteurs, voilà, avec les paniers de légumes, parce il y avait quand même une grosse croissance pendant les crises, hein, pendant le Covid. Et donc ça, c'est un peu plutôt des micro-acteurs qui, je pense, par le passé, ça aurait été plus dur d'être un micro-acteur et de toucher le marché. Ouais. Parce qu'il manquait d'une certaine manière des services adaptés des services pour un petit acteur à un prix abordable. Et la logistique, pendant de nombreuses années, elle allait dans un sens de standardisation. Et la logique de plus c'est standardisé, moins c'est cher et plus on est efficace. Et donc, nous, on est quand même en train de travailler dans un domaine où on est plutôt... Nous, ce qu'on propose, c'est une décentralisation et d'une certaine manière, une déstandardisation. Parce qu'on travaille sur des marchandises ou des flux qui sont moins standards. Donc, la grosse différence, si on va se comparer par exemple à la Poste, si on envoie une lettre, même si c'est pour la rue d'à côté, ça part à Dayan, ça se fait trier, ça revient. On ne peut pas être plus efficace que la Poste. Au niveau prix, au niveau temps, c'est rodé, c'est hyper rodé. Mais c'est très, très standardisé. Donc, le panier de légumes, lui, au-delà que ce soit un non-sens, ça va être très, très dur de gérer le panier de légumes, pas qu'il soit écrasé pour qu'il parte à Dayan, qu'il soit trié dans une machine et qu'il revienne. Bien sûr. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre manière de consommer, on va peut-être de moins en moins dans des magasins, ou si on va dans des magasins choisis, on voudrait de plus en plus se faire livrer, mais c'est aussi parce que voilà, peut-être qu'on se déplace à pied, on se déplace plus en véhicule pour aller faire nos courses. Donc tout ça est lié. Et d'une certaine manière,
notre nouvelle manière de consommer demande d'avoir une logistique capable de gérer du sur-mesure, capable de gérer plus décentralisé, donc de livrer directement du magasin aux clients, ou d'avoir des stocks déportés à des endroits différents. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on ne se rend pas forcément compte, mais le mètre carré coûte très cher à Genève. Donc, un restaurant, il ne va pas être content de se faire livrer 4 palettes en même temps de boissons. Parce que ça va lui prendre, en termes de stockage, il n'a pas la place, ça lui coûte. Et donc, il va demander au transporteur de passer plus souvent, de livrer qu'une palette à la fois. Et donc, le transporteur, au lieu de passer une fois avec un gros camion et de poser 4 palettes, ce qui aurait été efficace écologiquement, bah, il va devoir passer 3 fois dans la semaine, et chaque fois poser, ou 4 fois dans la semaine, et chaque fois poser une palette. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'habitudes de consommation qui sont différentes, et celles qu'on a, nous, souvent les magasins, ils l'ont aussi. Ceux qui font de la vente en détail, ils veulent plus avoir de stock, ils préfèrent commander un dépôt déporté qui est un gros dépôt très efficient d'une certaine manière, économiquement, énergétiquement aussi. Ouais. Donc voilà, nous au Vaud, on se concentre beaucoup sur la transition des villes, on se concentre sur la logistique décentralisée et le point sur lequel on travaille, c'est le transbordement pour rendre une logistique multimodale efficace. Donc la problématique, comme je disais, c'est qu'on n'a pas accès au centre-ville, parce que le centre-ville, il est peut-être pacifié. On n'a pas accès avec des gros véhicules, on aura accès avec des petits véhicules. Et la problématique, c'est qu'un petit véhicule, bah, il a automatiquement moins de volume. Forcément. Donc moins de volume, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il doit faire plus d'allers-retours. Alors si le dépôt est très éloigné, on est plus rentable. Bah oui. Si on doit faire un aller-retour, l'exemple de la palette, on est sur une palette, disons, je sais pas, on a 250 litres, donc on a 250 bouteilles. Si dans un petit vélo, on met que 10 bouteilles, il faut faire 25 fois l'aller-retour, on n'est plus du tout rentable un aller-retour. Et donc, au Vaud, on travaille à, d'une certaine manière, proposer des différentes solutions pour rapprocher les stocks de marchandises plus proches des centres-villes, d'avoir une connexion entre des gros véhicules et des petits véhicules pour améliorer cette efficience. Et donc voilà, c'est les nano-hubs, mais il y a aussi d'autres choses. On travaille aussi sur des outils d'optimisation, donc des outils informatiques qui permettent d'optimiser l'arrivée du camion et après un vélo cargo qui reprend à ce niveau-là. Ouais. Et dans ce domaine-là, pour revenir de nouveau à ta question où tu disais, est-ce qu'on travaille avec d'autres acteurs ? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs comme nous ? Oui, dans toutes les villes, il y a des gens, il y a des acteurs qui font de la logistique urbaine, mais il y a plein de cyclos, par exemple, ou d'acteurs qui viennent du transport qui font de la logistique urbaine, qui ont des approches différentes. Il y a plein d'approches, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Et notre approche très spécifique avec les nano-hubs, ça, c'est très innovant. Donc ça n'existait pas. Ouais. On l'a déployé un peu en même temps que des acteurs à Paris ont testé. Et là, on a une certaine référence sur le sujet. C'est pour ça qu'on participe à des assez gros projets au niveau européen, parce que c'est le thème. Il y a vraiment des fonds et des programmes qui mettent de l'argent à disposition pour essayer de mutualiser les dépôts, avoir des dépôts de taille plus petite pour favoriser cette transition en termes de véhicules qui est utilisé. Donc d'avoir une logistique multimodale efficace. Et là, on a eu la chance on travaille sur le sujet parce que pour nous, il était problématique. On avait des petits véhicules, on disait aux transporteurs, amenez-nous la marchandise, on la livre. On avait pris des parkings souterrains à la base. Donc on était très contents, ils étaient très bien placés. On avait trouvé au frais, l'endroit magnifique, vraiment très bien placé à Genève. Et en fait, avec leur camion, ils n'arrivaient pas à rentrer au sous-sol. Donc on s'est dit, on a besoin de plus petits dépôts. Ouais. Et cette réflexion, il y a plein d'autres acteurs qui le font. Et donc aujourd'hui, par exemple, on accompagne des acteurs à Bruxelles et dans la région métropolitaine de Barcelone, où on a déployé des dépôts, où on accompagne sur l'utilisation de ce type de dépôt. Et eux, c'est des acteurs de la cyclo qui se font déléguer les derniers kilomètres par d'autres transporteurs. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même dans un domaine où il y a un peu l'économie des réseaux, un peu comme l'économie des réseaux, où il faut avoir des solutions qui soient déployées un peu partout dans une ville pour que les acteurs commencent à l'adopter et l'utiliser. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, les discussions qu'on a souvent, c'est ce que vous dites, c'est intéressant, c'est peut-être le futur où ça se rapprochera d'une logique d'avoir ces stocks déportés. Mais tant que les solutions ne sont pas en place, il n'y a pas de raison qu'on fasse cette transition. Mais justement, ça c'est intéressant. Juste peut-être pour terminer, mais Impact Hub, c'est un réseau
dans une 70aine de pays, 130 hubs plus ou moins dans le monde, dans des centres urbains. Ouais. Est-ce que vous avez été en contact avec d'autres hubs? Tu parles de Barcelone, mais est-ce que peut-être aussi cette capacité de rentrer en réseau pourrait se répercuter et bénéficier et faire bénéficier du coup le réseau Impact Hub? Parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes, acteurs, actrices dans ce réseau aussi international des différents Impact Hubs qui peut-être sont confrontés aux mêmes situations et qui se posent en tout cas les mêmes questions. Il faudrait aller essayer de regarder un peu plus loin dans les opportunités dans le réseau de Impact Hub. Peut-être que cette Là, vidéo-là c'est va un faire début. le buzz Ouais. et du coup va permettre aussi aux autres Impact Hub de tirer peut-être un certain nombre de conséquences et de voir quelles sont les actrices, les acteurs qui sont dans ces thématiques-là et qui pourraient évidemment se mettre en contact Ouais. avec vous. Toutes les informations sont sur votre site. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore maintenant à OVO? Je vais juste dire un autre truc avant Ouais. de finir. Il y a quelque chose que j'adore chez Impact Hub, c'est que quand j'arrive dans une ville, même si c'est pas mes bureaux, je peux toujours dire voilà, je suis membre d'Impact Hub. Ouais. Donc voilà, ça m'est arrivé souvent à Zurich. J'arrive, voilà, j'ai un bureau à disposition parce que C'est clair. je suis membre d'Impact Ah ouais. Hub, donc j'ai accès à un endroit. Je pourrais même réserver une salle pour faire un rendez-vous client. Donc ça, juste pour imaginer pour un entrepreneur ou tout simplement un responsable du côté opération, de pouvoir débarquer dans une ville et organiser un rendez-vous client où nous-mêmes on propose l'endroit où le rendez-vous il a lieu, ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. On n'a pas besoin de Ça réfléchir. facilite la logistique. Ça facilite toute la logistique. Mais alors, je suis très triste parce qu'on n'a pas à Paris. On Ouais, va souvent je à sais. Paris. Je sais, On n'a pas à Paris. Je vais aussi Pas souvent à encore. Bruxelles. Il n'y en a pas à Bruxelles. je sais. Donc voilà, le réseau francophone, il faut Ouais. Absolument. Pour l'instant, en Europe, Genève et Lausanne sont les seuls hubs bilingues mais francophones. On est en train de travailler, il y a quelques propositions, mais pareil, comme c'est aussi des initiatives qui sont toujours un peu bottom-up, et c'est pas une franchise, hein, c'est un milieu associatif, et donc on attend des initiatives et aussi des appels à projets d'entrepreneurs, entre autres européens et entre autres francophones, pour essayer de renforcer, même si on a pas mal de contacts avec les hubs francophones africains, par exemple. Mhm. Mais c'est vrai qu'en Europe, on reste une des exceptions à ce niveau-là. Donc je reviens à ma question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à OVO pour les prochaines années? Un souhait. Un souhait qui continue à avoir de l'impact. Ouais. Ça, c'est une bonne réponse. Pour moi, c'est, je pense, le plus important. Merci. Merci.